ce qui engendre des difficultés pour les responsables du laboratoire à pouvoir effectuer convenablement le roulement pour combler tous les postes au niveau du laboratoire. Dans la recherche de solutions à ce problème, la direction du laboratoire a opté pour que les échantillons des patients hospitalisés soient prélevés par les infirmières dans les différents services de l'hôpital, puis acheminés au niveau du laboratoire. À cet effet, une formation a été réalisée pour les infirmières et des documents ont été livrés. Et les documents contiennent toutes les informations nécessaires à la collecte des échantillons pour les examens. Cependant, au cours du mois de mai, lorsque nous faisons une révision des registres, surtout les registres de rejet des échantillons, nous avons pu remarquer que sur 17 échantillons rejetés, 14 de ces échantillons provenaient au niveau des services des services de l'hôpital. Étant donné que cela représente à peu près plus de 70% même des rejets, cela nous pousse à investiguer, à chercher les causes que la majorité des rejets proviennent au niveau des salles, des services, des différents services de l'hôpital. Comme action que nous avons entrepris, nous avons informé l'infirmière responsable de la situation. Nous avons mené une investigation pour déterminer les causes. Quelles sont les causes qui ont pu occasionner ce nombre de rejets? En analysant les éléments, nous avons trouvé beaucoup d'éléments qui en rapport avec, par exemple, les documents qu'on avait remis au niveau des postes des services qui n'ont pas été distribués à d'autres infirmières qui sont nouvellement affectées au service. Dans ce cas, nous avons élaboré un plan d'action. Le plan d'action, étant donné qu'il y a 3 parties prenantes dans la non-conformité, il y a la direction de l'hôpital qui doit en quelque sorte intervenir. Il y a les actions à entreprendre par les infirmières au niveau des différents services et aussi le laboratoire. Nous avons élaboré un plan d'action pour la direction, étant donné que nous avons un problème de ressources humaines. La direction, dans le temps, le laboratoire avait des phlébotomistes pour aller faire les prélèvements au niveau des salles. Ces phlébotomistes-là, leur contrat ont pris fin. Ces phlébotomistes ne travaillent plus au laboratoire, ce qui a engendré à ce qu'on a pu envoyer la requête auprès des infirmières pour pouvoir faire les prélèvements pour envoyer les échantillons au laboratoire. La direction doit en quelque sorte, dans le plan d'action, la direction doit recruter des phlébotomistes, d'au moins 2 phlébotomistes pour le laboratoire. Les actions qu'on a également au niveau des services avec les infirmières, c'est que les documents qui ont été remis ne sont plus affichés. Il y a d'autres infirmières qui sont nouvellement affectées au service et on a pu constater que ces informations n'ont pas été partagées avec ces infirmières. Et les actions que nous avons entreprises au niveau du laboratoire, nous avons réimprimé ces documents, on a livré ces documents et entre-temps, au niveau du laboratoire, on a en quelque sorte délégué une personne qui doit aller faire les prélèvements. Pour les difficultés que nous avons rencontrées et les raisons de la soumission des cas, les difficultés, c'est que les rejets des échantillons, il y a beaucoup de rejets d'échantillons en provenance des différents services de l'hôpital qui sont à la hausse. Nouveau personnel pas suffisamment informé sur le prélèvement des échantillons, nouveau personnel affecté
dans les différents services de l'hôpital. Et difficulté que nous avons aussi, c'est la difficulté au niveau de ressources humaines. Nous n'avons plus les phlébotomistes au niveau du laboratoire. Et les technologistes sont peu, ne sont pas assez pour pouvoir les envoyer dans tous les services au niveau de l'hôpital. Merci. Merci infiniment, M. Derival, pour la présentation. Je vais essayer de faire un résumé de votre présentation. Donc, je vais dire que HIC Computer a un problème de ressources humaines au niveau de son laboratoire. C'est-à-dire qu'il y a un manque de bras pour effectuer les tâches de laboratoire. Et pour résoudre ce problème, il a été décidé que les prélèvements des patients hospitalisés soient effectués par les infirmières affectant le service de ces patients, puis acheminés au laboratoire pour être analysés, c'est-à-dire les spécimens. Pour ce faire, une formation a été faite par les infirmières et des documents relatifs ont été livrés. Cependant, au cours du mois de mai, des 17 échantillons rejetés, 14 sont issus des services de l'hôpital. C'est-à-dire que le problème est encore là, malgré les efforts consentis. Donc, comme action entreprise par le responsable qualité des HIC, c'est implication du personnel, mener une investigation pour déterminer les causes, analyser les éléments causaux. Donc, c'était ça la présentation. C'est ça, monsieur Derival? Oui, monsieur Hamel. D'accord, merci. Maintenant, nous faisons place aux questions de clarification afin que les autres prestataires, les sites qui sont connectés, donc soit à travers les sites ou bien soit téléphone ou ordinateur, de poser des questions de clarification afin de mieux comprendre cette situation. Et dans les questions de clarification, vous allez essayer de ne pas déjà apporter des éléments de solution ni des recommandations. Des questions de clarification tout simplement. Merci, Derival. On va faire place aux questions de clarification. HAS, HUJ, HAS, est-ce que vous n'avez pas de questions de clarification pour M. Derival? Est-ce que vous n'avez pas eu à parler? HUJ. Merci, HUJ. Oui, bonsoir, M. Derival. Et j'aimerais savoir la cause des rejets. Est-ce que c'était en quantité, les spécimens étaient en quantité insuffisante, ou du moins est-ce qu'il s'agissait d'hémolyse, et ou du moins est-ce que c'était en fait des causes de coagulation? J'aimerais savoir. Ainsi, on peut décerner, et au cas où on aimerait en fait faire une formation pour les gens en ce qui a trait à la phlébotomie. Merci, très belle question à Chuji. Monsieur Derival, vous avez entendu la question? Les deux causes qu'on a pu rencontrer, ce sont premièrement échantillons insuffisants et par échantillons qui sont coagulés également. C'est échantillons insuffisants et puis échantillons coagulés. OK. Merci infiniment à Chuji pour votre participation. HAS? HAS, c'est l'hôpital Albert Schweitzer de Deschapelles, commune de Verret. Ils sont là et ils sont avec leur directeur. HAS, est-ce que vous n'avez pas de questions de clarification? Le temps de saluer le docteur Toussaint. Vous n'avez pas de questions de clarification, HAS? Non. OK, merci. Marie-Edgar. Okay. Bienvenue. Est-ce que vous n'avez pas de questions de clarification? Je crois qu'elle en a une.
Marie-Edgar, votre question de clarification. On constate que Marie-Edgar se lève la main malheureusement. Je ne sais pas si elle a un problème. HUP, est-ce que vous n'avez pas de question de clarification? Étant donné que c'est au niveau des services de l'hôpital qui reviennent, je voudrais savoir si c'est Et Marie-Edgar peut-être a un problème de connexion. On vous attend, Madame Marie-Edgar. HUP, tout près de nous. Bienvenue à notre session. Est-ce que vous n'avez pas une question de clarification? OK, Marie-Edgar, merci, bon retour. Vous pouvez continuer. Malheureusement, ça ne passe pas trop bien pour Marie-Edgar. Alors, vous ne m'avez pas entendu? Oui, vous pouvez continuer, Marie-Edgar. OK. Alors, ma question était, étant donné que les échantillons rejetés proviennent des services de l'hôpital, est-ce que ces échantillons-là ont été prélevés par du laboratoire, ou du moins, ou du moins, est-ce que si tous les échantillons prélevés au niveau de la salle de prélèvement n'ont pas de problème, pourquoi le problème avec les échantillons des différents services? OK, merci. Malgré les problèmes de connexion, la question est bienvenue. Merci. Derival, il y a une question? Oui, je vais répondre avec à la question de Mme Marie. Dans un processus d'amélioration continue, c'est-à-dire que les rejets, il y en aura, que ce soit au niveau du laboratoire, que ce soit au niveau des services. Le but, c'est de, lorsqu'il y a un taux de rejet, on constate qu'il y a une flamme de rejet, le but, c'est d'investiguer et de pouvoir anticiper, mettre des balises afin qu'on puisse diminuer considérablement le nombre de rejets. Au niveau des services, on a fait une formation pour les infirmières. Ce sont les infirmières qui réalisent les prélèvements au niveau des différents services au niveau de l'hôpital. Le problème qui se pose, c'est que selon les investigations, c'est qu'il y a de nouvelles affectations, de nouvelles affectations, nouveaux emplois et tout ça, et les documents qui ont été remis, la formation n'ont pas été assez. Derival? Oui. Oui, tu peux continuer. Oui. Comme je dis à Mme Marie-Edgar, ce sont les infirmières qui effectuent les prélèvements au niveau des services. Parce qu'au niveau du laboratoire, nous n'avons pas la capacité d'envoyer le personnel du laboratoire parce que le nombre de personnel est très restreint. Dans ce cas, les infirmières ont été formées. Le problème qui se pose, c'est que la formation
il y a toujours de nouvelles infirmières qui arrivent dans les services. Et ces infirmières-là n'ont pas été informées par le responsable du service. La formation n'a pas été répliquée à ces nouvelles infirmières. C'est la raison pour laquelle on a constaté qu'il y a une flambée au niveau du rejet pour les services au cours du mois précédent. Prenons une dernière question de clarification. Ce n'est pas HAS sur le groupe chat. HAS demande est-ce que les préleveurs, je vais afficher, est-ce que les préleveurs n'avaient pas initialement identifié les problèmes avant même les rejets? OK, je reprends la question, c'est une question issue de HAS. Est-ce que les préleveurs n'avaient pas initialement identifié les problèmes avant même les rejets, c'est-à-dire avant d'envoyer les spécimens au niveau du laboratoire? Bon, dans ce sens-là, quelqu'un qui envoie un échantillon, par exemple, si nous prenons l'exemple d'un échantillon qui est non suffisant. La personne, si la personne ne peut pas réaliser correctement la prise de sang, si la personne collecte soit un ml de spécimen, la personne de toute façon va l'envoyer au laboratoire. La personne, même si la personne sait que un ml c'est un peu insuffisant, mais il va tout de même envoyer au laboratoire. C'est au niveau du laboratoire qui a la responsabilité de trier les échantillons, même que ces échantillons viennent au niveau des différents services. Au niveau du laboratoire, on fait le tri pour savoir est-ce que ces échantillons-là respectent les critères pour pouvoir continuer pour pouvoir les admettre les envoyer dans les différents services pour que les tests soient réalisés. OK, merci. Donc, avant de prendre les questions de clarification de l'expert, est-ce que HUP ou HUM n'a pas une dernière question de clarification? HUP ou HUM? Si HUP ou HUM n'ont pas une question de clarification, donc... Vous voyez qu'il va vous pardonner d'avoir caché ce secret pendant une seconde. Est-ce que je crois que c'est pas dans mes interprétations? Je vais essayer de le revoir. OK, donc paraît-il que HUM et HUP n'ont pas de question de clarification. Donc maintenant, on fait place aux questions de clarification par notre chère experte, Mme Stanislas. Merci, monsieur Hamel. Je voudrais demander, est-ce que lors de la formation, il y avait eu des sessions de pratique? Est-ce que la formation comprenait des sessions de pratique? Derival? Oui, il y avait des sessions pratiques. Okay. Ces rejets-là, ils concernent tous les services ou des services en particulier? Dans tous ces rejets, il y a deux services qui sont plus concernés. C'est la maternité et la pédiatrie. OK, merci. Comme tu as dit, les infirmières, donc ce qui veut dire que les prélèvements aussi sont faits par des infirmières qui n'ont pas été formées, si j'ai bien compris. Oui? Oui. OK. Mais d'accord, je crois que ça va pour moi, Amel, merci. OK, merci beaucoup. Donc là, le cas a été présenté, on avait eu pas mal de questions de clarification. Maintenant, donc s'il y avait eu un problème, il faut quand même toutefois chercher à trouver des solutions. Donc c'est ce qui va permettre à notre communauté de pratique de grandir. Donc là maintenant, on fait place aux recommandations. Parce qu'il y avait un cas au niveau du HIC et très souvent le cas qui se présente dans un site pourrait aider les autres sites
afin de pouvoir éviter ce genre de problème. Maintenant, via ce problème, quelles sont donc les recommandations que nous pouvons faire afin de pouvoir éviter la récidivance de ces problèmes? Recommandations. Les recommandations, d'abord, on prend les sites et par la suite, l'expert. HAS, par rapport à ce problème, est-ce que vous n'avez pas de recommandation pour HIC? En attendant, il y a une question de sondage. Donc, on va passer à la question de sondage le temps que les sites et l'expert de préparer les recommandations. La première question de sondage est la suivante. Voici donc la question de sondage. Je ne sais pas si est-ce que vous pouvez faire la lecture. Là où vous êtes, vous voyez la question de sondage? La question, lorsqu'on parle de la qualité, on dit qu'elle doit être, c'est choisir la bonne réponse, une activité d'amélioration temporaire. Petit B, une activité d'amélioration continue et passagère. Petit C, une activité d'amélioration continue et permanente. Excusez-moi, Jimmy, peux-tu lancer le sondage? Pas le sondage. En bas, en dessous, relâche. On voit par exemple la question de sondage. Ça n'apparaît pas, Conan. Donc, si ça cause problème, je reprends la question et après les recommandations, on pourrait revenir pour les réponses parce que ça cause problème. Donc, je reprends la question. Lorsqu'on parle de la qualité, on dit qu'elle doit être, petit a, une activité d'amélioration temporaire. OK? Lorsqu'on parle de la qualité, on dit qu'elle doit être, petit a, une activité d'amélioration temporaire. Petit b, une activité d'amélioration continue et passagère. Petit c, une activité d'amélioration continue et permanente. Donc, on revient aux recommandations. Donc, HAS, est-ce que vous n'avez pas de recommandations pour HIC par rapport au problème qu'il a confronté? Bonsoir à tous. Alors, comme recommandation, c'est la formation continue pour les infirmières, qui fait le personnel infirmier qui fait le prélèvement, et ensuite, afficher les procédures. OK. Comme première recommandation, vous pouvez reprendre le nom, s'il vous plaît? Pour la formation continue pour le personnel infirmier. Ensuite, afficher les procédures pour le prélèvement. OK. Ensuite, recruter des phlébotomistes. OK, merci. Merci HAS. HUP, est-ce que vous n'avez pas de questions de recommandation pour HIC?
HUP, est-ce que vous n'avez pas de questions de recommandation pour HIC? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est que les recommandations que HSM avait données, que nous allons donner, c'est la formation continue et afficher les principes de lèvement dans chaque salle où se trouvent les infirmières. Et ensuite, pour accompagner, de les accompagner avec une personne qui sache bien comment faire le gouvernement. OK. Merci, HUP. HUM, il n'y a pas de question de clarification, il n'y a pas de recommandation pour HIC? HUM, il n'y a pas de recommandation? S'il n'y a pas de recommandation, je demande à l'expert d'apporter les recommandations pour HIC. Merci, Amel. J'aurai quelques recommandations. Donc, au lieu d'afficher les procédures, je crois que ça serait mieux de faire des aides-mémoires, de faire des images, des petites images avec un petit libellé en dessous qui dit à chaque étape du prélèvement comment faire. Donc, à ce moment-là, la personne n'a pas besoin de lire, elle n'a qu'à regarder l'image et juste regarder la phrase pour lui permettre de voir comment faire. La formation continue aussi est très importante. Et je voulais aussi signaler, surtout pour la pédiatrie, de s'assurer qu'il y a le matériel adéquat pour piquer les enfants. Parce que s'il y a le même matériel que les adultes, en général, pour la pédiatrie, ça cause des soucis. Et soucis d'hémolyse surtout, et insuffisance surtout pour les tubes avec anticoagulants. Donc, il faudrait peut-être utiliser des aiguilles à ailettes beaucoup plus fines que les vacuoténeurs qui sont trop gros et pour pouvoir prélever les enfants. Et puis, vraiment vérifier, insister lors de la formation, insister sur les sessions pratiques pour permettre à tout le monde de pratiquer et d'être sûr qu'ils maîtrisent correctement les gestes pour les prélèvements. Donc, je crois en gros, avec ça, on peut voir si ça apporte une amélioration. D'accord, merci Madame Stanislas. Donc, je reprends pour vous les recommandations HIC. Donc, comme recommandation, on avait dit que c'est formation continue des infirmières. Deuxièmement, c'est afficher les procédures de prélèvement dans les services, pour vous dire. Et utiliser les aides-mémoires. Quatrièmement, utiliser les matériels appropriés dans les services, particulièrement pédiatriques. Et puis, accompagner les infirmières pendant un nombre de temps avec une phlébotomie expérimentée. Et puis, lors des formations continues, il faut insister sur la pratique. HIC, est-ce que vous serez en mesure vraiment de mettre en application ces recommandations afin de pouvoir éviter les rejets de ces spécimens? Monsieur Abel, nous disons merci à tous les sites qui ont apporté leur participation à cette session cet après-midi. C'était vraiment enrichissant. Nous avons des recommandations que nous avons déjà en tête, qui sont déjà dites, mais nous avons beaucoup d'autres recommandations qui sont bienvenues. Et nous allons pouvoir les mettre en application afin de résoudre ce problème, surtout au niveau de la pédiatrie. Surtout au niveau de la pédiatrie concernant les matériels pour faire le prélèvement pour les bébés et surtout au niveau du service de néonatologie. Merci beaucoup. Merci Derival. Donc, sincèrement, Derival,
les moments pour vous féliciter pour cette présentation. Donc, à tous les six, je demande d'applaudir chaudement M. Derival pour sa présentation. Merci, 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 M. Derival. Donc, on revient à la question posée, la question qui a été posée. Donc, pour la réponse, nous allons voir les personnes qui ont répondu. Non. Donc, pour la réponse, donc la question c'était, lorsqu'on parle de la qualité, on dit qu'elle va être une activité d'amélioration temporaire, donc 0% des personnes n'a pas voté pour cette réponse. Deuxièmement, on dit une activité d'amélioration continue et passagère, 0% des personnes n'a pas voté pour la réponse, c'est que la réponse 1 et 2 ne sont pas bonnes, et on voit que 10% des personnes, 100%, 10% des participations ont eu cette réponse. C'est une activité d'amélioration continue et permanente. Donc oui, parce que pour la qualité, ça doit être quelque chose qui est passagère et non plus temporaire. Donc ça doit être une activité d'amélioration continue et permanente. Merci à tous ceux qui ont voté et qui ont apporté leur réponse. Maintenant, comme je vous ai dit, que le thème de la session aujourd'hui, c'est principe de base de la démarche qualité. Donc, à tout seigneur, tout honneur, nous allons céder la place à Madame Stanislas Magali pour sa présentation didactique. Merci. Est-ce que tu peux me permettre de partager l'écran, s'il te plaît? Oui, oui. C'est accordé. Merci. OK, tout le monde voit l'écran? Oui, oui. Okay. Donc, comme on a bien dit, donc la présentation aujourd'hui, ce sera le principe de base de la démarche qualité. Donc, on va parler qualité. Donc, pour le plan de la présentation, on va faire des rappels de quelques définitions. On va parler de la méthodologie de la démarche qualité, des outils qu'on utilise en qualité, des objectifs du système de management de la qualité, des principes du management de la qualité et l'implication du personnel. Donc, pour les définitions, on va commencer par la qualité. Qu'est-ce que la qualité? Donc, on dit que la qualité, c'est un ensemble de propriétés et de caractéristiques d'un produit ou d'un service. Donc, on dit service parce qu'on parle de labo, donc nous offrons des services, qui confèrent à cette qualité l'aptitude de satisfaire, on dit les besoins exprimés et les besoins implicites des clients, besoins exprimés et des besoins non exprimés. Qu'est-ce qu'une démarche qualité? La démarche qualité, c'est un processus qui permet d'envisager de façon objective et raisonnée l'amélioration continue d'une structure, notamment afin de s'adapter aux éléments contextuels dans lesquels elle évolue. Donc, pour cela, on va utiliser des outils. Donc, ces outils, ce sont des outils de changement qui créent une dynamique de développement en interne et en externe. Donc, méthodologie de la démarche qualité. Donc, d'abord, il faut définir de façon explicite les résultats attendus. On fait la démarche qualité, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme résultat? Donc, d'abord, il faut savoir ce qu'on veut avant de commencer vraiment à mettre en place un système de gestion de la qualité. Ensuite, deuxième étape, c'est comparer l'existant à travers des audits internes et externes. Donc, on a déjà commencé à fonctionner. Donc, il faut vraiment voir ce qu'on a maintenant sur le moment et les écarts, ce qui va nous manquer pour atteindre les résultats attendus. Et ensuite,
lorsqu'on aura atteint ces résultats-là, identifier de nouveaux objectifs, parce qu'on dit que la qualité, c'est permanent. Donc, il faut avoir des objectifs, atteindre des résultats, atteindre ces résultats-là et maintenant fixer de nouveaux objectifs. Donc, pour cela, on doit d'abord savoir quelle stratégie on va mettre en œuvre pour atteindre les résultats attendus. Quelles sont les étapes qu'on devra respecter pour arriver à atteindre ces objectifs? Donc, tout ça, ça rentre dans la démarche qualité. Donc, c'est d'abord ce qu'il y a comme existant, ce qu'on veut atteindre et comment on va faire pour arriver à les atteindre. Donc, pour cela, on utilise en général la roue de Deming. Donc, on parle de roue de Deming ou cycle de PDCA. Donc, la démarche qualité modélisée par Deming à travers un cycle ou cycle PDCA en anglais consiste à constamment, d'abord, on dit plan en anglais, en français, c'est planifier. Donc, il faut pouvoir planifier, déterminer les objectifs de qualité et les moyens d'y parvenir. D'où, c'est faire, mettre en œuvre les processus. Les processus, ce sont toutes les activités qu'on va mettre en œuvre pour permettre d'apporter un élément ajouté aux éléments d'entrée. Maintenant, il faut vérifier, check. Il faut contrôler les processus et les procédures. Donc, pour ce faire, on va faire des audits pour nous permettre de voir, d'identifier les écarts et agir, entreprendre des actions destinées à améliorer le système qualité. Donc, ces actions-là, on les rentre souvent dans le plan d'amélioration. Et tout à l'heure, on a entendu Derival parler de plan d'amélioration qu'il avait mis en place pour résoudre un problème de rejet d'échantillons. Donc, quels sont les outils qu'on utilise? D'abord, on a un référentiel. Le référentiel qu'on utilise pour le laboratoire, c'est l'ISO 1589. Ensuite, on a des documents et on a des grilles d'évaluation. Au laboratoire national, nous avons différentes grilles. Nous avons la grille, la checklist qu'on utilise, SLIPTA, qu'on utilise pour les laboratoires départementaux qui sont dans le processus d'accréditation et le laboratoire national. Mais on a une autre grille qui est plus simple qu'on utilise pour les laboratoires périphériques et les laboratoires départementaux qui ne sont pas encore enrôlés dans la démarche qualité pour aller vers l'accréditation. On a aussi les enquêtes qu'on mène auprès des clients, auprès des fournisseurs, auprès des bailleurs. Il y a les entretiens, les observations, l'analyse de documents, les statistiques, les questionnaires, les formulaires et les fiches, etc. Après, on a les rapports d'expertise. Donc, on peut dire que ce sont les rapports d'audit qui font le point sur l'état des lieux et font apparaître les points forts et les points faibles et les points à améliorer. Ce qui permet, comme je disais tout à l'heure, d'établir un plan d'amélioration. C'est quoi le système de management de la qualité? Le système de management de la qualité, c'est un ensemble d'actions mises en place pour établir la politique et les objectifs qualité qui permettent d'atteindre les objectifs fixés. Il comporte une forte orientation management et intègre une dimension stratégique et globale. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de système de management de la qualité. Quels sont les objectifs du système de management de la qualité? Tout d'abord, c'est améliorer de manière continue les performances et la satisfaction des clients. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on met en place le système qualité, le but final, c'est de satisfaire les clients. Donc, le système de management de la qualité il est calqué sur le concept PDCA que je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc, il faut tout d'abord comprendre et identifier les besoins formulés ou non formulés des clients afin d'aboutir à la conformité d'un produit ou d'un service vis-à-vis des exigences techniques. Il faut aussi faire la cartographie de l'ensemble des processus nécessaires à la réalisation du produit final. La cartographie, c'est comme un schéma. C'est un schéma de toutes les activités qu'on doit mettre en œuvre pour permettre de transformer les éléments d'entrée
un élément de sortie. Je vais donner un exemple. C'est comme si on était dans une boulangerie. Dans une boulangerie, on a la farine d'abord. Mais on dit, bon, j'ai la farine, mais je veux faire du pain. Mais pour faire du pain, il y a différentes activités qu'on doit mener entre cette farine-là et le résultat final qui est le pain. Donc, pour le laboratoire et pour le système de management de la qualité, c'est la même chose. Donc, on a les activités et on a la satisfaction du client au bout. Donc, pour avoir la satisfaction du client, il faut pouvoir identifier toutes les activités à mettre en place pour permettre de satisfaire ce client-là. Donc, les 7 principes du management de la qualité, si on regarde bien le schéma, au centre, on a l'implication du personnel. Donc, ça veut dire que le personnel, il est important si on veut vraiment obtenir la satisfaction du client. Donc, il est au cœur des activités qualité. Ensuite, on a le leadership. Si on n'a pas un bon leadership, on ne peut pas atteindre les objectifs fixés. Il faut aussi une approche par processus. Il faut viser l'amélioration continue des activités du laboratoire et il faut prendre des décisions fondées sur les preuves. Ces preuves-là, on les a lorsqu'on fait des audits, que ce soit un audit interne ou un audit externe. Après, il y a la gestion des relations avec les parties intéressées. Toutes les parties qui vont concourir à mettre en place ce système qualité. Et au bout de la chaîne, comme on a dit, c'est la satisfaction du client. Le personnel, comme on a dit, il est vraiment impliqué pour mettre en place le système de management de la qualité. Il est au cœur de l'organisation et a une place prépondérante aussi bien pour la mise en œuvre des processus que pour l'amélioration. Donc, pour ce personnel-là, il faut qu'il soit compétent, habilité et impliqué à tous les niveaux de l'institution. Il est essentiel pour créer de la valeur ajoutée. Il est nécessaire pour une entreprise que son personnel soit conscient de son importance de la mise en place du système de management de la qualité. C'est ce qu'on appelle l'implication du personnel. Merci. Donc, c'est la première présentation qualité. Je suis sûre qu'il y en aura d'autres pour vous permettre de bien comprendre et de mieux comprendre la qualité. Et les autres présentations aborderont au fur et à mesure tous les sujets qualité. Je suis disponible pour les questions s'il y en a. Merci infiniment, Madame Stanislas, pour votre présentation. Et je suis certain que les prestataires qui sont connectés sont vraiment édifiés. Merci infiniment. Donc, je vais essayer de faire un bref résumé de votre présentation. Vous avez dit que l'objectif même de la qualité, c'est l'aptitude à satisfaire les besoins des utilisateurs, qu'on appelle souvent les clients. Donc, pour maintenir un système qualité, il faut avoir des stratégies, tout en posant toujours des questions telles que où on veut aller, les points forts, les domaines à améliorer, où on se situe. Vous avez dit également que le système de management de la qualité est calqué sur le concept PDCA. Donc, pour ce faire, il faut avoir un plan qui va vous permettre de déterminer les objectifs de qualité et les moyens d'y parvenir. On en parle également de DO, donc qui va vous permettre de mettre en œuvre les processus. Un check pour contrôler les processus et les procédures. Et ACT, c'est entreprendre des actions destinées à améliorer le système qualité. C'est ce qui donne le cycle PDCA. Et vous avez vu également les 7 principes du système qualité. Et l'élément clé, l'élément fondamental de ce système, c'est l'implication du personnel. Donc, je ne sais pas si est-ce que ce résumé-là reflète votre présentation, Madame Stanislas. Merci beaucoup. Vous avez bien résumé. Merci, merci, Madame Stanislas. Maintenant, on fait place aux questions. Je crois que vous avez entendu minutieusement l'exposé. Donc, maintenant, place aux questions. Je suis certain que vous avez pas mal de questions, Madame Stanislas. C'est le moment de les poser. Merci déjà. Ah, OK. Donc, il y a une première question dans le groupe chat. C'est quoi ISO dans le système management de la qualité? Il y a une première question, Madame Stanislas. C'est International Standard Organization. International IS
Standard Organization. D'accord. Donc, c'est une organisation qui rédige les normes et en particulier la 1589 qui est la norme relative au laboratoire médical. D'accord, merci. Les autres questions, s'il vous plaît? Bonsoir, Madame Magali. Bonsoir. Merci pour la présentation. J'aimerais que vous développez pour moi, dans les 7 principes du management de la qualité, un point qui est important pour moi, c'est l'approche processus. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus pour moi, s'il vous plaît? Oui, donc je dis que la qualité, elle est soutenue par les différents processus qui transforment les éléments d'entrée en éléments de sortie. Au niveau du laboratoire, il y a plusieurs types de processus. Il y a un processus analyse, il y a un processus de support. Donc c'est toutes les activités pour chaque, par exemple, processus analyse. On a, pour le processus d'analyse, on a tous les processus de la phase pré-analytique, par exemple. De l'accueil du client à la collecte, à la livraison de l'échantillon au niveau du laboratoire. Donc, c'est le processus pré-analytique. Pour l'analytique, on a tout du contrôle de qualité, du traitement des échantillons jusqu'à l'analyse. Donc, c'est le processus analytique. Donc, c'est toutes les activités qui font partie de cette phase-là. Donc, on peut avoir l'activité de traitement d'échantillons. Après, on a l'analyse avec les contrôles de qualité et l'analyse. Et après, on a peut-être la transcription des résultats. Et après, on a le processus post-analytique. C'est pareil, donc de la finalisation des examens jusqu'à la remise du résultat. On peut prendre encore le processus support. Le processus support, la maintenance des équipements, par exemple. C'est un support, puisque si la maintenance n'est pas bien faite, on est sûr qu'on aura de mauvais résultats. Donc, c'est toutes les activités qui vont consister à vraiment avoir des équipements qui fonctionnent correctement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci, merci. HPJ? Non, est-ce que la personne est satisfaite de la réponse? Alain de HPJ, mon ami, mon collègue, est-ce que vous êtes satisfait? Ah oui, merci. Merci beaucoup, Madame Magali. D'accord. Il y a une troisième question dans le groupe chat. Je vais lire. Pour maintenir un système de management de qualité dans un laboratoire médical, est-ce que cela n'a pas un coût pour répondre à toutes ces exigences? Oui, il y a un coût. Il y a un coût, mais nous, on dit toujours que la qualité a un coût, mais la non-qualité a encore un coût encore plus grand. Oui, c'est vrai qu'il faut des personnes qualifiées pour faire les examens. Imaginons qu'on a quelqu'un qui ne sait pas faire des examens et qu'on doit reprendre à chaque fois des tests qui sont déjà faits, c'est un coût énorme. Donc, il vaut mieux avoir quelqu'un de compétent, payer un peu plus que de reprendre à chaque fois les examens qui sont mal faits. Et là, avec toutes les conséquences en plus que ça peut avoir sur la santé du client et parfois la vie du client aussi, en bout de chemin. Donc, si on donne un mauvais résultat et que le client perd la vie, vous voyez quel coût ça a peut-être sur la famille que cette personne a été en train de supporter. Donc, la non-qualité a encore un coût plus grand que la mise en place de la qualité. Merci, merci, merci. Je crois que la personne qui a posé la question trouve la bonne réponse. Allô? HUM, oui. Oui. Merci, Madame Magali, pour la présentation. Allô? Oui, on vous entend. Oui, Madame Magali. Oui, merci pour la présentation. Puisque la finalité de la qualité est aboutie à la satisfaction des clients, est-ce que la qualité est standard pour tous les laboratoires, s'il vous plaît? La qualité est standard pour tous les laboratoires. Parce que les principes de qualité sont les mêmes.
Les principes de qualité sont les mêmes pour n'importe quel laboratoire. Oui, On ne peut pas changer. oui, les principes sont les mêmes, mais pour la qualité également. Est-ce que la qualité qu'il y a ici à Mi-Balais, est-ce qu'elle est même pour HIJ, pour HIP ou HAS? La qualité devrait être la même. La qualité devrait être la même, quel que soit le laboratoire. Peut-être les moyens mis en place pour atteindre. Madame Stanislas? Ah, OK. J'ai dit que la qualité, les principes qualité sont les mêmes. Peut-être que les moyens sont différents d'un laboratoire à l'autre. Les moyens mis en œuvre pour atteindre cette qualité peuvent être différents. Mais les principes qualité sont immuables et ces principes qualité-là doivent être appliqués partout. OK, merci. Donc, paraît-il qu'il n'y a plus de questions. Donc, maintenant, vous êtes satisfait à la réponse? Monsieur Dioclès, DHUM. Oui, merci. OK, merci, merci. Vraiment, paraît-il qu'il n'y a plus de questions. Donc, il y a une toute petite question, c'est la toute dernière. C'est la toute dernière, je vais lire. Un laboratoire qui ne respecte pas aucune norme dans le système de management de qualité, quelle décision on va prendre avec ce laboratoire? Donc, un laboratoire qui ne respecte pas les normes de qualité, donc est-ce qu'on doit prendre une décision envers ce laboratoire? C'est la toute dernière question. Le laboratoire qui ne respecte pas les normes de qualité, il y a un responsable de labo, il y a un responsable d'institution. Donc, c'est au responsable d'institution de demander peut-être un support, s'il ne peut pas faire tout seul, de demander un support pour au moins établir le système de qualité si ce n'est pas encore fait. Et si c'est fait, savoir pourquoi il ne respecte pas les principes de qualité et aider à mettre en place ce système-là. Il y a une toute dernière question. Comment s'enrôler dans le système qualité? Réponse en quelques secondes parce qu'on va... Comment s'enrôler dans le système qualité national? C'est la toute dernière question pour cette session. Le système qualité, ce n'est pas un système qualité national. Chaque personne prend la décision d'implémenter la qualité dans son laboratoire. Donc, le système, il y a toute la documentation nécessaire. Donc, si la personne ne sait pas comment faire, le laboratoire national peut l'accompagner à mettre en place le système qualité dans son institut. Merci, Madame Stanislas. Donc, on ne va pas s'éterniser sur les questions. Je suis vraiment désolé parce qu'il y a un commencement et il y a toujours une fin. Donc, pour les questions, vous pouvez les garder. Vous pouvez les poser sur le groupe WhatsApp pour le projet ECHO. Madame Stanislas est sur le groupe. Elle peut répondre aux questions. Donc, le moment est venu pour pouvoir remercier chaudement les deux présentateurs, les deux experts d'aujourd'hui, à savoir Madame Stanislas Magali et Monsieur Derival Fitzgerald de HIC. Madame Stanislas et Derival, je vous remercie infiniment pour ces deux présentations. Je crois que nos prestataires, nos collègues sont vraiment édifiés de ces deux présentations. Maintenant, il faut applaudir, je vous demande d'applaudir chaudement les deux présentateurs. Merci, Derival. Merci, Madame Stanislas. Vous étiez vraiment formidable à la session. Donc, merci, Amen. Dès le commencement, je vous ai dit que la famille ECHO est en deuil. Donc, jeudi dernier, à cette même heure, nous avons eu Asma qui était avec nous à la session. Malheureusement, aujourd'hui, elle ne l'est plus. Donc, je crois qu'il y a un représentant de UNM qui est là avec nous.
qui est Yota, donc, qui a sans nous des petits mots à adresser en hommage de Asma. Donc, cette session d'aujourd'hui ne devrait pas se tenir, mais nous nous disons qu'il faut la réaliser en hommage de Asma. Elle a beaucoup travaillé pour arriver au lancement officiel du projet Eco Haïti. Malheureusement, le projet Eco Haïti va continuer son petit bonhomme de chemin. Et hélas, Asma n'est plus avec nous. Yota, je crois que vous avez quelques mots. Donc, c'est le moment de les placer en hommage de Asma. Merci, Amel. Oui, nous sommes très tristes d'avoir perdu Asma et vous avez bien dit quelle personne exceptionnelle elle était. Et merci beaucoup pour honorer sa mémoire. Et il est difficile de parler d'elle sans pleurer. Merci à tous. Nous sommes très contents qu'elle était avec nous. Les mois qu'on l'a connue. Merci. Merci Yota pour ces mots. Donc, nous sommes en fin de session. Je ne sais pas si Conan n'a pas quelques mots. C'était notre cher Asma. Il y a une petite vidéo qu'on va passer en hommage à Asma. Merci Jota pour la vidéo. C'est un peu triste, mais il faut l'accepter. Donc, Conan, je ne sais pas si vous n'avez pas quelques mots parce que vous avez travaillé conjointement avec Asma pour le lancement officiel de l'Eco Haïti. Donc, en 10 secondes, vous n'avez pas un petit mot, Conan? Paraît-il que Conan n'a pas de mots. Je comprends la situation. Je comprends bien parce que c'était un ami, un collègue. Et ils sont toujours là ensemble pour nous coacher à l'Eco Haïti. Je comprends. Donc, vous savez déjà que les sessions se tiennent toujours chaque jeudi à 1h, 2h. Donc, le moment est venu pour remercier tous nos sites,
les personnes qui sont connectées via leur téléphone, via l'ordinateur. Je vous dis merci infiniment de votre participation. Et la semaine prochaine, on aura une autre session et le thème qui sera débattu, c'est prélèvement d'échantillons pour les tests de charge virale. Je reprends le thème de la session pour la semaine prochaine, c'est prélèvement d'échantillons pour les tests de charge virale, qui sera présenté par l'équipe de biologie moléculaire au niveau du LNSP. Donc, n'oubliez pas de nous envoyer les cas, parce que ce sont les cas qui font grandir notre communauté de pratique. Merci, merci bien. Donc, à chaque session, je crois que Dr. Vito, la semaine dernière, avait eu un petit mot. Donc, je ne sais pas si elle est là avec nous. C'est une session qui est tout à fait spéciale, qu'on fait en mémoire de Asma. Dr. Vito, si vous êtes là, je ne sais pas si elle est déjà partie. Dr. Vito, donc malheureusement, elle est déjà partie. Eh bien, le tout dernier mot sera donné par Dr. Lafosse, qui est une collaboratrice responsable de formation au niveau de l'LNSP. Donc, à tous et à tout honneur, Dr. Lafosse. Bonsoir à tous ceux qui ont participé à cette rencontre aujourd'hui. Merci à Mme Stanislas pour le sujet qualité qu'elle a présenté parce que c'est un apprentissage assez important et même nécessaire pour nous. Merci à M. Derival pour sa présentation. Et je garde un mot pour Asma qui la semaine dernière encore était avec nous, assez jeune, assez dynamique, assez pertinente, mais il est donné à chacun de vivre et de mourir. Paix à son âme. Merci encore une fois pour la collaboration avec les membres ECHO de l'autre côté et merci pour tous ceux qui sont à Haïti. À bientôt, à jeudi prochain. Merci, merci Dr. Lafosse. Merci aux autres participants du hub, à savoir notre expert M. Ito qui sera là avec nous jeudi prochain pour sa présentation. Merci à Job, merci à Jimmy pour ses collaborations. Merci à tout un chacun et pour vraiment votre participation. Donc, c'était vraiment formidable. Donc, à la session prochaine de jeudi. Merci, merci déjà. Bonne fin de journée. Bon travail. Bye bye.